Mon cher Alain Damasio, avouez-le, c'était mieux avant, n'est-ce pas? Écrivain à succès de science-fiction, vous pouviez imaginer des univers contrôlés, des sociétés mises sous cloche, des citoyens marchant au pas, ou presque. Pas de risque d'être concurrencés par la vraie vie. Alors il y a une jouissance là-dedans évidente. Mais la pandémie, ces virus mutants, ces laissez-passer, la surveillance généralisée vous enlèverait presque le pain de la bouche. La SF, aviez-vous dit, en amateur de néologisme et de mots rares, est un moyen d'impuissanter le réel. Ça c'est les écrivains, on s'éclate, on fait des trucs comme ça. Nous y sommes. Mais que faire si le réel est déjà puissant? Et d'abord, que vous a-t-il fait pour que vous vouliez lui échapper? Repartons du début. Né Alain Raymond à Lyon en 1969, d'un père carrossier et d'une mère prof d'anglais, vous pratiquez le foot à un bon niveau avec votre frère. Ténébreux et timide, vous écoutez de la New Wave. Vos parents divorcent. Un grand choc, dites-vous. La vie s'ouvre en deux. HLM avec papa à Oulin, pavillon avec maman à Saint-Genis-Laval. Gringalet et bon élève, vous arrêtez le foot. Devenir professionnel, c'est plus dur que d'être écrivain, affirmez-vous. Classe prépa, HEC et SEC, 3 années en porte-à-faux. Une nouvelle fois, le réel vous déçoit. Vous découvrez Nietzsche et Deleuze, vous fuyez ce cocon gluant. Vous fondez un bureau d'études socio-économiques pour assurer votre subsistance et vous vous lancez dans l'écriture. Votre premier roman sort en 1999, Dans l'indifférence. Aujourd'hui, auteur à succès, vous continuez de batailler contre le monde imparfait. Avec les zadistes et contre Macron, avec les gilets jaunes et contre les violences policières. Je considère que l'écrivain de science-fiction, d'abord il est là, non pas pour anticiper, mais pour décrypter le présent. Foutu réel. Au choix, il vous navre ou vous exalte. Mais mon cher Alain, il restera toujours la science-fiction pour le façonner à votre guise. Alors Alain Damasio, Scarlett et Novak, c'est donc ce récit, c'est une remise en cause de notre dépendance aux nouvelles technologies, au smartphone. Votre personnage, Novak, il est totalement dépendant de cette intelligence artificielle, de son smartphone qui s'exprime par la voix de Scarlett. Il ne peut même pas se déplacer, se repérer dans la ville sans ce smartphone. Il a en quelque sorte tout oublié, il ne pense plus par lui-même. Est-ce que nous sommes drogués à ce point-là? Est-ce que nous sommes aussi dépendants que cela de nos smartphones? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en avez pas, vous, Alain Damasio. Ouais, c'est ça. Mais la capacité de l'auteur, c'est toujours de se mettre à la place des autres. Moi, c'est marrant, parce que ce texte, au départ, il est écrit en 2014. La première version, je l'ai fait en 2014. Donc, quand je le reprends en 2021, je me suis rendu compte qu'en 7 ans, je me suis juste rapproché vraiment du mur du réel. C'est-à-dire, ce que je décris, c'est quasiment ce qui se passe aujourd'hui au quotidien. C'est-à-dire une addiction généralisée de la population à ces moyens effectivement de structurer son agenda, d'accéder à la culture, de travailler, de draguer, de séduire. C'est que négatif, c'est un outil qui... Ah non, c'est un outil qui est incroyable parce qu'il nous donne du pouvoir. C'est un outil qui nous donne du pouvoir, qui outille nos paresses, qui outille nos capacités, etc. Le problème, c'est qu'on ne voit pas que derrière ce pouvoir qu'il nous donne, ça nous retire aussi de la puissance. Et moi, je fais vraiment la distinction entre les deux. Pouvoir, puissance. C'est-à-dire que la puissance, c'est ce que tu peux faire directement. Le pouvoir, c'est ce que tu fais faire à une machine. Et plus tu fais faire la machine, moins tu deviens capable de le faire toi directement. Et donc vous résistez toujours à la machine. Hélène. Et d'ailleurs, on le voit avec votre personnage principal, Novak, quand il se fait voler ses Google Glass, ses lunettes connectées, Renaud le disait, il ne connaît même pas le nom des rues, il n'arrive même pas à rentrer chez lui, il est complètement perdu, il n'a pas de digicode, il n'a plus de clé, tout est connecté. Vous parlez souvent d'un techno-cocon, c'est une bulle qui a servi, qui abétit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, j'adore, c'est l'idée qu'on est dans les réseaux, donc on est dans un cocon numérique, on est même dans une sorte de chrysalide de fibre optique, moi je le vois de façon très, très matérielle, et à l'intérieur de ce cocon, on est choyé. C'est-à-dire qu'on est bien, le monde nous est filtré, les images nous arrivent filtrées, on peut filtrer les messages, on peut filtrer les SMS, on peut tout filtrer, on peut filtrer nos communautés, et on est à l'intérieur abrité dans ce monde-là, et de ce monde, on essaye d'accéder un peu à l'altérité au dehors, mais toujours protégé par ces interfaces. Et du coup, ça c'est très nouveau, d'être interfacé en permanence avec le monde. Quand tu regardes le nombre d'heures que tu passes par jour où tu es interfacé par un écran, il est colossal. Plus de la moitié de la vie éveillée se passe interfacée par ces écrans. Et donc ça crée effectivement autour de nous un cocon. Moi j'aime bien cette idée. C'est pas désagréable, au contraire, et c'est pour ça que c'est addictif. Ouais. Ce qui est assez étonnant aussi, addictif, il y a beaucoup de fans de science-fiction qui sont justement addicts à la science-fiction, et pourtant c'est un univers
toujours sombre la science-fiction, quel que soit l'auteur. Ah non, en fait, mais... Si vous vous inscrivez dans cette tendance aussi, vous êtes sombre Ouais, aussi. oui, non, parce que dans Les Furtifs, moi, par exemple, si tu prends Les Furtifs, il y a... C'est votre best-seller, c'est Ouais, Les Furtifs, hein. on a, dans ce roman, il y a un tiers, on va dire, de dystopie, de vision cauchemardesque, un peu, et il y a 2 tiers, pour moi, d'utopie, vraiment de vision positive. Et plus ça va, d'ailleurs, plus j'avance en âge, plus je développe la vision alternative et positive, parce que je trouve que la science-fiction, comme vous le dites, a passé beaucoup de temps à essayer d'imaginer le pire, Oui. à extrapoler les tendances les plus mortifères, les plus graves, les plus toxiques. Et on crée un effet de complaisance en réalité. On acclimate les gens au pire et les gens se complaisent dans une espèce de catharsis sur ce négatif. Et moi, ça m'énerve maintenant. Aujourd'hui, j'ai vraiment D'accord. envie plutôt de dire, bon, ok, voilà les horizons de désir vers lesquels on peut aller et j'essaye de changer. Mais c'est vrai que Scarlett Novak obéit encore à ce... Scarlett Novak, c'est pas On très... est d'accord, C'est pas très optimiste, effectivement, sur Non, l'avenir. mais Et il y a en quand même particulier- un retournement à la fin. Quand Mais même, vous- hein, oui, sur ouais, le- on va pas vendre la fin, mais Ouais. vous vous adressez plus particulièrement aux jeunes générations. C'est vraiment un roman pour les adolescents. Ça veut dire que c'est eux Ouais. qui sont en première ligne, justement, qui sont les plus menacés par cette dépendance-là. Parce qu'ils sont natifs, hein, c'est vraiment les digital natives, parce qu'ils sont nés à l'intérieur des réseaux, ils sont nés avec un smartphone quasiment dans la main ou une tablette. Donc eux, ils n'ont absolument pas le recul critique que nous, on a pu avoir. Moi, j'ai rencontré ce monde en 95, en gros, j'avais 25 ans. Donc j'ai connu les deux mondes, ce qui fait que je peux avoir une distance critique plus facile. Quand tu es né à l'intérieur, qu'est-ce que tu arrives, moi je vois, j'ai une fille de 10 ans, de 13 ans, ils arrivent, tout ce qu'ils voient, c'est ce que ça leur ouvre. Bien Ils sûr. voient l'émancipation que ça leur donne. Et la première émancipation, d'ailleurs, c'est d'écouter de la musique, d'accéder à des 50 millions de titres. Et tu peux pas leur empêcher de dire, ouais, c'est extraordinaire, je peux découvrir énormément de choses. C'est après que viendra l'aliénation, quoi. Au début, c'est une ouverture. Tu peux pas leur... Voilà, tu peux Justement, pas Alain nier, Damasio, quoi. vous dites qu'ils sont nés, ces jeunes, dans ce monde-là. On a une archive à vous montrer précisément. Et c'est un homme qui a changé nos vies. Et qui a tout changé. Quoi qu'on en pense, il y aura un avant et un après Steve Jobs, le Ouais, patron d'Apple, grand visionnaire, génie du marketing, répond à Antenne 2 le 7 avril 1984. C'est sa toute première interview en Incroyable, France. ouais. Il explique alors pourquoi la France a plus de mal à avoir d'aussi grosses entreprises que les États-Unis. Je vous propose de le regarder. En Europe, l'échec c'est très grave. Si en sortant de l'université vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Ce qu'il faut pour que l'industrie informatique se développe en Europe et en France, c'est une solide industrie du logiciel. Parce que le logiciel, c'est le pétrole des années 80 et 90. Et la France pourrait dominer l'Europe dans le logiciel. Elle a les étudiants les plus brillants, une bonne maîtrise de la technologie. Ce que nous devons faire, c'est encourager les jeunes à créer des sociétés de logiciels. Nous ne voulons pas mettre la main dessus. Le gouvernement ne doit pas non plus tenter de le faire. Elles doivent appartenir à ceux qui prennent des risques. Un discours qui peut presque nous faire sourire aujourd'hui où Apple est roi. Steve Jobs, l'inventeur du télétravail, de la connectivité partout, tout le temps. Alain Damasio, vous êtes critique, mais j'ai l'impression que sur Steve Jobs, vous êtes un peu partagé entre fascination et répulsion. Oui, parce que pour moi, ça fait partie vraiment des gens qui ont changé effectivement nos vies. C'est indiscutable. C'est-à-dire qu'on parle souvent des politiques, des présidents, et puis on croit que l'histoire est faite par les présidents ou par certaines figures politiques importantes. Moi, je crois que depuis une trentaine d'années, l'histoire est faite par les capitaines d'industrie. L'histoire, elle est faite par Google, par Apple, par Facebook, par Amazon, par la Silicon Valley. C'est eux qui ont modifié, altéré, changé, bouleversé nos pratiques quotidiennes le plus fortement du monde. Quand on regarde de quelle façon on vit aujourd'hui, qui a changé ces vies-là? C'est des gens comme Steve Jobs. Steve Jobs, c'est le premier qui dit « Attention, vous les ingénieurs, vous êtes bien gentils, mais on va d'abord voir les pratiques des consommateurs, ce que les consommateurs ont besoin, de quoi ont-ils besoin, et ensuite vous allez faire les machines qui correspondent à ce qu'ils ont besoin. » C'est le premier qui met le consommateur en tête et qui demande aux ingénieurs de faire le boulot derrière. Alors que Microsoft avait encore ce truc de dire « on va… Et ça, c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, ça paraît évident, tout le monde fait ça, mais c'est le premier qui l'amène. Et il a toujours eu un coup d'avance quand même. Hein. Moi, Scarlett Novak, pour la petite histoire, je le sors à la sortie de l'iPhone 6. C'est un journal informatique qui me demande, vous voulez pas faire quelque chose? Je dis si, je vais vous faire un truc, mais technocritique, quoi. Ouais. Et je l'ai fait. Et c'était encore, et l'iPhone archi dominait tout le marché des smartphones. Il y avait que, quoi. Et c'est pour ça, Alain Damasio, par réticence ou répulsion, méfiance à l'endroit de ce que vous appelez cette orgie technologique, que votre rêve, c'est d'acheter 200 hectares de forêt et de champs, c'est ça, pour en quelque sorte inviter des gens à s'y installer, vivre en communauté, un mode de vie alternatif? Parce que moi, je pense que, voilà, moi j'ai beaucoup critiqué, comme beaucoup de monde, le capitalisme, je continue à le faire, mais je dis, il faut battre le capitalisme sur le terrain du désir. C'est très joli de dire le capitalisme c'est mal, il faut être con, etc. Qu'est-ce que vous
proposer d'aussi enviable, d'aussi stimulant que le désir de consommation, que l'espèce d'orgie numérique qu'on vous donne. Et moi, là, ma réponse, c'est de dire, c'est les liens humains, c'est de retrouver les liens humains qui ont été énormément atomisés par nos modes de vie libéraux, et c'est retrouver ce lien avec le vivant qu'on a perdu. Parce qu'on on se considère comme l'être humain au milieu de quelque chose qui serait une nature très loin, comme un décor. Et retrouver cette idée qu'on est un vivant parmi les vivants et qu'on habite dans l'habitat des autres espèces et qu'il faut retisser ces liens-là. Ça, vous y croyez encore? Ouais, mais bien sûr. Vous parliez de l'iPhone 6 tout à l'heure, quand vous voyez des files d'attente de gens qui font la queue pendant des heures pour acheter l'iPhone 8, 9, 10, 12, non, 17, mais ça vous honnêtement, désespère? moi je trouve que c'est en train de changer. On ne le voit pas forcément dans les villes parce que beaucoup de choses se passent en zone rurale, en zone de montagne, très loin des cœurs urbains. Donc c'est là que c'est en train de se modifier pour moi et c'est là que c'est en train de se retisser. Et c'est là que les zones de liberté sont en train de s'étendre, à mon sens. Hein. C'est pour ça que moi je travaille là-dessus. Eh ben le voilà, le fameux monde d'après. Alors il approche. Voilà. Alors